téléphone a pâti de la guerre, mais il en bénéficiera aussi. Il faut reconstruire les réseaux des départements occupés pendant la guerre. On maîtrise mieux la pupinisation. On construit les premiers amplificateurs à triode, exploités sur lignes aériennes en fil nu. Ils permettront d'économiser le cuivre. Beaucoup reste à faire, mais des étapes technologiques décisives ont été franchies, ce qui permet d'envisager sereinement l'avenir, à condition bien sûr qu'on y mette les moyens. Au lendemain de la guerre de 14, s'ouvre une période d'espoir. Les robes raccourcissent, le charleston apparaît, les coiffures féminines à la garçonne se répandent, le cinéma parlant se prépare. Le réseau téléphonique est dans un état désastreux. Tout le monde le moque, aussi bien les milieux économiques que les amateurs de chansonnettes. Un solide plan de développement est lancé, avec pour enjeu de développer le téléphone en dehors des grandes villes, tout en assurant la modernisation de l'existant. Jean-Pierre, quels sont les postes téléphoniques utilisés à cette époque? Eh bien, tous ceux de la belle époque, mais la mauvaise qualité est toujours là. Il paraît qu'en 1920, on introduit la batterie centrale. C'est quoi? Tu es bien renseigné. Avant, les postes téléphoniques étaient alimentés par des piles placées chez l'abonné. On appelait ça la batterie locale. Et à partir de 1920, on a trouvé un autre procédé où l'alimentation est fournie directement par le central téléphonique, d'où son nom. Alors cette amélioration, elle a permis surtout d'éliminer les problèmes de mauvaise qualité qui étaient dus au mauvais état des piles, qui pouvaient être déchargées ou partiellement déchargées. J'ai aussi entendu parler d'un téléphone noir à colonne. Décidément, tu connais bien le sujet. Il s'appelle le L24. L comme la première lettre de la société qu'il a créée, le matériel téléphonique, créé en 1924. Il est développé à l'occasion du déploiement des centraux automatiques. Y a-t-il eu plusieurs versions? Oui, il existe un téléphone avec magnéto d'appel pour les réseaux manuels à batterie locale, un téléphone à cadran pour les réseaux automatiques et un téléphone sans cadran et sans magnéto d'appel pour les réseaux manuels à batterie centrale. Aujourd'hui, mon téléphone me permet de faire plein de choses. Et pendant les années folles, c'était comment? Un des premiers services offerts a été celui des abonnés absents. Les appels étaient reçus par une opératrice qui, au retour de l'abonné, lui délivrait ses messages. Ce sont les prémices de la messagerie. D'autres services sont-ils apparus? Oui, par exemple l'horloge parlante en 1933, puis plus tard les télégrammes téléphonés et les renseignements par opératrice en 1938. Maintenant, parlons de l'automatisation. Où en est-on? Nice est équipé d'un Stroger en 1913. Et en 1915, Angers sera équipé d'un système semi-automatique dérivé du système américain Rotary 7A. Les premières bases du Rotary ont été établies dès 1897 par la société américaine Western Electric. À quelle date a vraiment commencé l'automatisation en France? La date clé est 1928. Le système Stroger installé à Nice va être déployé un peu partout en France jusqu'en 1932, où il équipera la région de Saint-Malo. En 1924, un central Ericsson est mis en service à Dieppe, mais ce sera le seul exemplaire. À partir de 1928, commence l'automatisation du réseau parisien avec la mise en service du premier central Rotary 7A à Carnot, qui peut desservir 6000 lignes. Il restera en service jusqu'en 1966. Le Rotary 7A est installé en région parisienne et dans quelques grandes villes. Tu me parles d'invention américaine. Rien en France? Si. Un système appelé R6 est développé par des ingénieurs français et est breveté en 1924. Le premier a été installé à Troyes en 1928, où il restera en fonctionnement jusqu'en 1964. Tiens, regarde. Voici un sélecteur automatique R6. Il permet d'assurer les connexions qui, en manuel, sont réalisées par les opératrices à l'aide de fiches et de jack. D'accord. Et voici un ensemble de relais R6. Très bien.
Après les villes grandes et moyennes, quid de la campagne? L'automatisation va s'y développer lentement grâce à l'automatique rurale. L'abonné entre automatiquement en relation avec une opératrice qui, elle, établit la communication demandée. J'ai entendu parler d'enregistreurs. De quoi s'agit-il? Pour en parler, il faut remonter un peu dans le temps. Au début de l'automatisation, la communication était établie directement par la numérotation composée par l'abonné. C'était le cas du Strowger. L'explosion du nombre d'abonnés a nécessité de trouver un moyen plus performant. Des organes, appelés enregistreurs, mémorisent alors la numérotation émise par le demandeur. Un autre organe, le traducteur, analyse le numéro enregistré et détermine le chemin à prendre dans le réseau pour atteindre le demandé. Alors, comment le réseau de transmission évolue-t-il entre les deux guerres? Pendant cette période, les moyens aériens de transmission continuent à être utilisés. Mais une grande innovation apparaît avec le développement des câbles souterrains à grande distance. Avant cette période, toutes les liaisons à grande distance étaient aériennes. Oui, cependant, les études sur les câbles souterrains ont commencé aux États-Unis dès 1880. Mais elles ont eu du mal à démarrer, car la société Bell ne souhaitait pas enterrer ces réseaux pour diverses raisons, dont une économique. Il faudra le grand blizzard de 1888 et des très gros dégâts occasionnés au réseau pour que des études soient lancées. D'accord. Quand ces câbles arrivent-ils en France? La pose du premier câble souterrain débute en 1924 pour une mise en service en 1926. Il s'agit du Paris-Strasbourg. Ce câble, ainsi que les pupins, équipements utilisés depuis la belle époque, sont fabriqués en France par LTT sous licence américaine. Les conducteurs sont en cuivre. D'autres câbles seront posés ultérieurement, dont le câble Le Mans-Rennes, dont tu tiens un échantillon entre tes mains. Y a-t-il quelque chose de novateur à cette époque dans le domaine de la transmission? Oui, on travaille à accroître la capacité des câbles grâce au système des courants porteurs, qui permet d'acheminer plusieurs communications simultanées sur un même support physique. Plus tard, on développera le câble coaxial pour les besoins de la télévision. À la fin des années folles, 1 million d'abonnés sont raccordés au réseau français. Ils étaient 300 000 avant la guerre de 14. Près de la moitié d'entre eux sont raccordés à un central automatique de type Strowger, Rotary ou R6. Avant-guerre, il n'était qu'une poignée à Nice. Mais, de nouveau, la guerre arrive.